Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. On va retrouver Didier Boulevin. Bonjour Michel. On a eu beaucoup de réactions des auditeurs par rapport au premier podcast qu'on a diffusé sur le compost. On a eu beaucoup d'encouragements, beaucoup de félicitations et beaucoup de merci pour toi, Didier. Merci à eux de nous écouter. On va aussi rappeler que tu es un citoyen. Et dans les retours qu'on m'a donnés, on m'a dit tiens, vous travaillez avec Worms. On les a spontanément cités. Et moi, j'ai appuyé le truc en mettant une image avec leur SBL, leur logo et le lien vers eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, Didier, si en tant que citoyen, tu partages tes connaissances que tu as acquis avec eux aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux aussi. Et moi, j'ai trouvé que c'était déontologique et correct de les remercier, de les citer au passage. Et je crois que tu as fait la même chose dans ton esprit sans arrière-pensée. Donc voilà, on va clarifier ce point-là. On Voilà, n'a pas de subside de Worms. C'est une ASBL d'ailleurs. Ils cherchent pas à gagner. exactement. C'est pas un but lucratif à la base. En effet, Worms est subsidié par Bruxelles Environnement. Ça leur permet de proposer des formations gratuites, que ce soit des formations «longues» entre guillemets comme celle que j'ai faite de maître composteur, ou des formations continues qui sont alors une séance sur différents thèmes auxquels les citoyens peuvent participer. Et donc oui, en effet, je suis simple citoyen, même si on a maintenant le titre de maître composteur qui fait parfois un peu plus pompeux que ce que ça représente. Mais ça veut simplement dire que j'ai suivi une formation de plusieurs séances théoriques et pratiques. Et le but, en fait, de devenir maître composteur, c'est de justement transmettre cette information de façon totalement bénévole. Et donc, en effet, mentionner Worms, c'est un juste retour. Et voilà, c'est cyclique et c'est super important. Ils m'ont pas demandé de faire ça. Ils étaient d'ailleurs, je pense, les premiers surpris à voir qu'on partage leur nom. Oui, et du coup, en fait, c'est aussi important de mentionner que, comme tu le disais, je suis un citoyen, donc je ne suis pas un scientifique aussi. Et que donc, on suit la formation, c'est très bien, on la transmet. Mais le but, c'est de la transmettre aussi à d'autres citoyens et donc pas de la transmettre, à une communauté scientifique. Et donc c'est important parfois de résumer certaines choses ou, en tout cas de rester pragmatique. Et donc, le compostage, c'est pas non plus une science exacte où on doit mesurer au millimètre chaque ingrédient et cetera. Et donc c'est important que les auditeurs aussi gardent cette notion de pragmatisme et de dire: «OK, on peut faire, chacun le compost à la maison». C'est pas un truc hyper compliqué et c'est mieux qu'il y ait plein de gens qui le fassent, plus ou moins bien qu'une petite poignée de gens qui le fassent parfaitement. Donc, Ou voilà, pas ça du c'est tout. important. Oui, voilà. J'insiste, c'est le mot partage qui est le mot-clé de Didier dans cette émission et dans notre intention au niveau de notre émission. Voilà, maintenant les choses étant mises au point avec les quelques commentaires qu'on a pu entendre, recevoir, qui étaient, je le rappelle, majoritairement positifs, mais plutôt questionnants sur ce sujet, on va continuer donc notre série. On avait précédemment parlé du compost Tout collectif à fait, et on avait dit qu'on allait continuer progressivement vers des composts un peu plus élaborés, un peu plus individuels. voilà. Et donc la suite logique, c'est le compost de jardin. Tout à fait, donc on avait parlé de compost collectif dans le cadre d'une entreprise ou d'un compost de quartier. Et là, c'est vrai que c'est «facile» entre guillemets parce qu'on vient juste apporter ses petits déchets et le compost en tant que tel est géré par des bénévoles, la plupart du temps, qui eux veillent à ce qu'il y ait un bon équilibre, à ce que les aliments qui soient apportés soient les bons et cetera, donc c'est super pratique. Maintenant, en effet, on va parler du compost de jardin. Qui peut paraître plus facile, mais qui en fait nécessite un peu plus de réflexion. Parce que moi, je me disais: «Ah, j'ai un compost dans mon jardin, c'est facile». Voilà, Mais c'est j'ai fait ça. plein de bêtises. Exactement, et c'est vrai qu'il y a toute une série de enfin, il y a beaucoup de gens qui ont fait des stands, ou qu'on participe à des événements et donc on est là pour donner de l'information aux gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent en disant: «J'ai un jardin, j'ai un compost au jardin, mais il y a un petit truc qui va pas, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas», et qui viennent avec leurs petites, problématiques et du coup, on peut en discuter et proposer des solutions et donc là, on va parler de différentes choses. On va commencer par quoi? Je vais d'abord me documenter, j'imagine. Oui, c'est ça. Bah, déjà écouter ces podcasts, je pense que C'est c'est une bonne un très, très solution. bon début. Si on peut, si on a un peu de temps, ben, on va faire éventuellement une séance qui correspond à une séance d'information ou de formation qui correspond à sa situation personnelle. Donc on peut faire, OK, une séance sur le compost collectif ou sur le compost au jardin ou sur le vermicompost. Et c'est bien d'avoir un aperçu des 3 pour savoir ce qui convient le mieux à la situation de chacun. Parce que, OK, est-ce que je suis célibataire dans un studio ou est-ce que j'ai 5 enfants dans une villa? Évidemment, la situation n'est pas la même et du coup, c'est bien d'avoir un aperçu de toutes les solutions pour voir celle qui convient le mieux. On va peut-être s'attacher justement à cette première particularité, c'est qu'effectivement, si j'ai un jardin, c'est évident, je peux faire un compost sans trop de contraintes. Si je suis en plein centre de Bruxelles, dans un appartement, que j'ai une petite terrasse, genre, 1 mètre sur 3, est-ce que je peux encore composter? C'est la Bien première sûr, question on que je me peut. pose. Mais ça sera pour l'épisode suivant. D'accord. Donc ici, on va vraiment parler du compost au jardin. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs façons de composter. Il y en a principalement 2, c'est-à-dire qu'il y a des bacs qu'on appelle des silos. Et donc là, c'est un cylindre qui a la taille à peu près d'une grande poubelle qu'on a dans le coin de son jardin et dans lequel on vient mettre, ses déchets au fur et à mesure. Ça, c'est la solution la plus courante et la plus facile. C'est celle qui prend le moins de place aussi. Maintenant, ça dépend au niveau de la taille, de la famille, mais normalement un silo comme ça peut facilement être suffisant pour, 4 à 5 personnes sans problème. Ça dépend aussi de la taille du jardin et de ce qu'on veut y mettre d'autre dans le compost,
que juste les déchets de cuisine, puisqu'évidemment, on va en parler, on peut aussi y mettre les déchets de jardin. Ça, c'est le but. Et ce fameux silo, j'imagine que c'est des silos en plastique, ils se vendent spécifiquement pour ça? Ou est-ce que c'est des gens vont pas risquer de récupérer des trucs, on a mis des produits chimiques dedans, limite toxiques, c'est un peu dangereux? Oui, bah, en effet, bon, c'est bien de prendre un truc, plus ou moins naturel. C'est vrai que la plupart du temps, c'est en plastique, voire tout le temps. Ceci dit, il y en a qui sont en plastique recyclé, donc ça, c'est mieux. On peut en effet en faire un soi-même ou on peut aussi, oui, utiliser des matériaux de récupération, mais en effet, s'il n'y a pas eu de produit, Prudence. voilà. On va faire un petit clin d'œil de prudence quand même là-dessus, hein. Oui, ces accessoires-là, les silos par exemple, s'achètent, en jardinerie, en magasin de bricolage ou, dans les associations pour ne pas citer Worms. Il est possible de s'en procurer. C'est important de savoir aussi qu'il y a des primes communales. Donc, un silo, je me souviens plus du prix exact, mais peu importe, ça coûte à peu près, 70-75 €. Il y a des communes qui remboursent jusqu'à 100. Donc vous rentrez la facture au service communal et vous êtes remboursé sur votre compte, c'est assez pratique. Il faut vous renseigner sur le site de Worms, il y a une page, si vous cliquez sur composter et puis sur fac, là vous avez un lien vers une liste des communes avec dans chaque commune le détail des primes qu'ils offrent en fonction du type de compost et de la commune donc. Il y a certaines communes qui remboursent 100 comme je le disais, c'est très bien. Il y a d'autres communes qui remboursent rien du tout. Bizarrement, c'est pas les communes auxquelles on a en tête à Bruxelles qui se veulent ou qui s'annoncent comme les plus écolos, qui se remboursent le mieux. Donc, voilà, Ah, à ma renseignez-vous bien. connaissance, c'est 1000 Bruxelles en l'occurrence qui rembourse le mieux, c'est-à-dire 100 de l'achat soit d'un silo pour le compost jardin, soit de la vermicompostière. Donc ça, c'est top. Alors j'ai eu une question d'un enfant dans les questions qui me sont revenues sur le compostage. Et pourquoi on jette pas tout simplement, en endroit précis du jardin, sur le sol, les déchets, puis qui fermentent, et qui ça aille dans le jardin naturellement tout seul? Question enfantine, mais je crois que ça vaut la peine d'y répondre. Oui, c'est vrai, mais il y a des, on peut le faire en fait, c'est vrai, donc on pourrait le faire. Maintenant ça a quelques inconvénients, on va y revenir un peu après, mais ce qui est important déjà, c'est que quand on apporte le déchet, il y a aussi une matière carbonée et donc par exemple des feuilles mortes ou, des branchages, ça c'est important. Maintenant on peut faire cet apport 50 ou 50 quand on le fait directement sur le sol ou dans le sol aussi. En fait, ça dépend ce qu'on veut en faire. Par exemple, on peut pas planter directement au-dessus puisque le déchet en tant que tel n'est pas directement assimilable par les plantes. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus efficace de faire d'abord un compost hors sol et Et puis après transmettre. d'utiliser le compost. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques qui le font directement dans le sol et ça fonctionne aussi Tu très te rends bien. compte? Mais Question d'un enfant de 9 ans. ouais, tout à fait pertinente, mais c'est juste que la technique est un peu différente et du coup, ça a une logistique un peu différente. On a parlé des silos et ça, c'est pratique parce que c'est prêt à l'emploi. Donc, on va l'acheter, on le met au fond du jardin et on peut commencer directement. Il y a quand même une notion importante, c'est que on va vraiment chercher le contact avec la terre, donc il est entre guillemets «hors de question» ou en tout cas ça fonctionnera mieux si on le met directement sous la terre que si on le met par exemple sur une terrasse ou sur une dalle de béton. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce contact avec la terre puisqu'il y a plein de choses qui vont descendre du compost vers la terre, mais il y a aussi plein de micro-organismes et notamment les vers qui vont venir du sol vers le compost, donc vers les déchets. Donc ça, c'est super important, c'est vraiment d'avoir ce contact avec le sol. Ça vous donne déjà un indice sur où mettre le compost, dans votre jardin, donc pas sur la terrasse, mais contact avec la terre. Donc un autre, type de compostage au jardin, c'est ce qu'on va appeler plutôt en bac et là, il y a différents types. Souvent, c'est des bacs qu'on construit soi-même, par exemple en bois de palette. Mais là, évidemment, ça nécessite un peu plus de place et le but justement, c'est d'avoir, des bacs qui sont plus grands. Et pourquoi je dis des bacs? Parce qu'en général, on a au moins 2 voire 3 bacs et je vais expliquer pourquoi, juste après. Là, c'est vraiment quand on a en tout cas un plus grand jardin évidemment. Si on a un jardin de 10 carrés, on va pas mettre, 3 bacs d'1 m², c'est sûr. Bien que l'avantage des bacs, si on les construit soi-même, c'est qu'on les construit à la taille, qu'on veut. Est-ce qu'on peut quand même donner une idée, approximative, hein? On ne doit pas avoir des chiffres précis, mais si j'ai une famille, père, mère, un enfant ou 3 enfants, est-ce qu'il y a déjà quelque part un endroit où on peut trouver, parce qu'on va pas citer ça comme ça au micro, des valeurs ou des tailles de compost, conseillées? C'est bien d'essayer de cibler dès le départ la bonne taille, je pense. Oui, mais il y a plusieurs critères. C'est en effet la taille de la famille et surtout combien de fruits et légumes ils mangent, parce que comme on l'a dit dans les épisodes précédents, il n'est pas question d'y mettre de la viande, du pain, des pâtes, et cetera. Donc c'est vraiment tout ce qui est, végétal et donc une famille qui mange beaucoup de légumes, évidemment, va produire plus que quelqu'un qui en mange moins, ça c'est certain. Et aussi, bien sûr, un autre facteur, c'est la taille du jardin, puisque comme on le disait, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre de à peu près 50 et 50 entre les déchets de cuisine et les apports carbonés, donc la matière sèche, donc par exemple les feuilles mortes ou les coupes de haies. Donc si vous avez un très grand jardin et que vous voulez pas utiliser les sacs verts pour évacuer vos déchets de jardin, c'est vraiment bien de les valoriser dans le compost. Mais du coup, évidemment, si vous avez un jardin énorme, il faudra plus de place aussi pour recycler. Et du coup, idéalement, il faut qu'il y ait, comme on le disait, 50 de matière organique et de matière sèche du jardin pour que ça composte bien.
Un silo, comme j'en parlais juste avant, je vais dire vraiment de façon très approximative, qui doit faire à peu près 70 centimètres de diamètre. Normalement, c'est largement suffisant pour une famille de 3-4 personnes, par exemple. Voilà, comme ça on a une référence. Et donc, en fait, plus le compost a une taille importante, donc par exemple en compost collectif, ben si on fait un petit écart, entre guillemets, qu'on laisse une tranche de pain ou 50 grammes de pâtes, c'est pas grave. Évidemment, plus on réduit la taille du compost, donc quand on passe des bacs collectifs à des bacs au jardin ou un silo ou une vermicompostière en appartement, évidemment, moins ces écarts seront tolérés. Donc il faut être de plus en plus précis. Donc quand on fait un compost au jardin, en général, on fait ça de façon plus ou moins intuitive et ça fonctionne très bien. Il y a juste un point d'attention qui est par rapport au gazon. Donc là, il faut faire attention, puisqu'en fait, si on coupe l'herbe de son jardin et qu'on la met telle qu'elle en compost, ça va créer un souci parce que le gazon qui est coupé va directement fermenter et la fermentation va monter très très fort en température, au-dessus de 60 degrés. Et au-dessus de 60 degrés, ça veut dire aussi que toutes les bonnes bactéries qui participent à la décomposition et au compost vont mourir parce qu'elles ne survivent pas au-dessus de ces températures-là. Donc si on a un compost qui est super bien et puis qu'on vient l'étouffer avec une énorme couche de gazon au-dessus, en fait, on va vraiment tuer ou en tout cas ralentir le compost. Du coup, c'est pas top. On a parlé tantôt de la viande, hein. On rappelle, la viande, c'est pas l'aliment à mettre idéalement dans un compost, ni les aliments transformés. Et depuis que tu m'inities, que tu me mets dans la roue de ta passion, par rapport au compostage, je m'y intéresse de plus en plus. Et je suis allé justement dans des groupes et pour partager le podcast et pour m'y Oui. intéresser de plus en plus. Et j'ai vu quand même qu'il y a des groupes où les gens disent: «Ah, j'ai mis de la viande dans mon compost, je fais quoi?» Et d'autres qui répondaient: «Beh, finalement, il y a des actions que tu peux faire pour compenser la situation. En prenant telle précaution, c'est pas trop grave». Il y a quand même des gens qui relativisent, hein. C'est pas une interdiction formelle absolue apparemment. Oui, bien sûr, mais de nouveau, c'est toujours une question de proportion, en fait. Et c'est sûr que si tu mets une tranche de jambon sur la taille de ton compost au jardin, ça va pas être problématique. Maintenant, si tu mets une entrecôte dans ton vermicompost, là, ça va être problématique parce que proportionnellement, ça va être un Puis il y souci. a les os. Voilà. Mmh. Aussi, oui, bien sûr, les os, en fait, donc la viande éventuellement va être décomposée parce qu'il y a différents insectes qui vont venir la manger quand même. Il y a des insectes qui sont carnivores, donc la viande sera décomposée. Maintenant, les os dans le compost, quand tu vas tamiser pour récupérer ton compost, forcément, les os seront toujours là, ça c'est Voilà. certain. Donc encore une fois, c'est une question de nuance, hein. Si on avait dit: «La viande, vous allez en mettre tous les jours dedans», c'est pas top, c'est pas l'idéal et ça fonctionne pas. En disant qu'il ne faut pas le faire, on sait qu'on peut se permettre un accident, mais qu'il Oui, faut l'éviter. C'est une exactement. nuance tout à fait une approche tout à fait différente dans le discours. Exactement, et d'ailleurs, il y a même d'autres, «ingrédients» entre guillemets ou d'autres fruits et légumes qu'on pourrait éviter dans certaines situations, on va peut-être y revenir juste après, mais qui peut aussi sont tolérés dans une certaine proportion sans souci. Je reviens pour, terminer le sujet par rapport aux coupes de gazon. Donc il y a Oui. plusieurs solutions si on veut évacuer son gazon et qu'on veut le composter, et en fait, la première technique, c'est justement de ne pas le composter. Et je m'explique, en fait, l'idéal, c'est quand on a, du gazon, quand on veut le garder bien vert, c'est d'avoir une tondeuse mulcheuse. Et donc en fait, et nos amis de Plaisir Vert qui font des podcasts, à mon avis, soutiendront, en tout cas je l'espère, ce que je vais dire. Donc en fait, une tondeuse mulcheuse, c'est une tondeuse qui fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a, si je ne me trompe pas, plusieurs lames en hauteur, ce qui fait que les coupes de gazon seront beaucoup plus courtes. Et donc même si le gazon est plus long, ça va être coupé en beaucoup plus de petits morceaux. Et du coup, en fait, avec une tondeuse mulcheuse, on ne ramasse pas l'herbe, on ne doit pas Elle l'évacuer. retombe sur le Elle retombe sol. directement sur le sol et elle renourrit le sol. Ce qui est top, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on plante son gazon, le gazon pousse, c'est très bien. On le coupe tous les X, ok, on le coupe pendant des années. À chaque fois, on évacue le gazon, peu importe comment on l'évacue. À chaque fois, on l'évacue. En fait, quelque part, on appauvrit la terre, puisqu'en fait, on retire quelque chose qui vient de la terre et on l'évacue ailleurs. Donc, c'est dommage parce qu'on appauvrit son sol, et donc après quelques années, ben, forcément, la pelouse, elle aura plus tellement la même tête, parce que tout simplement, le sol est devenu moins riche parce que la pelouse a produit et on a évacué ce qu'elle a produit. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre de l'engrais. Et du coup, en général, ben, on va au magasin et on achète de l'engrais qui est déjà Chimique forcément et ouais. commercial et parfois chimique. Mais même si les bio, aussi, c'est commercial, et c'est dommage parce qu'en fait, ben, déjà, on peut utiliser le compost pour soi-même engraisser sa pelouse. Mais surtout, en fait, quand on mulche, ben, du coup, comme ça retourne directement sur le sol, ça renourrit le sol, et en fait, ça fait vraiment un cercle. Bah oui, c'est circulaire, et du coup, on ne doit pas en fait forcément engraisser sa pelouse. Et ça explique pourquoi les gens qui achètent ces fameux robots qui tournent la pelouse tout seuls, c'est ce qu'ils font en fait. Ils passent tellement, ils coupent tellement tout fin, tout le temps, tout petit, que ça tombe tout le temps sur le sol, que justement, les gens qui achètent ce genre de machines ont des pelouses plus vertes. Exactement, et en fait, la différence entre une tondeuse mulcheuse et ces petits robots qui coupent tout le temps, c'est que le robot, en fait, il va passer souvent plusieurs fois par semaine, et du coup, il va couper une partie de l'herbe qui est beaucoup plus courte, et donc, bah, de facto, ça sera des petits morceaux. Ce sera le même résultat. Avec la tondeuse mulcheuse, on ne doit pas tondre plus souvent que ce qu'on fait avec une tondeuse normale, mais simplement les morceaux qui sont coupés seront «redécoupés» entre guillemets en petits morceaux.
Enfin, en tout cas, il y a d'autres techniques puisque forcément on n'a pas tous une tondeuse mulcheuse, même si normalement ça coûte pas beaucoup plus cher qu'une tondeuse traditionnelle, on n'en a pas forcément sous la main, on n'a pas forcément envie de la remplacer. Si on coupe, le gazon avec une tondeuse traditionnelle et qu'on veut mettre ce gazon au compost pour pouvoir éventuellement réenrichir son propre jardin, ça c'est très bien aussi, mais alors ce qu'il faut faire, c'est sécher d'abord le gazon parce que quand le gazon est sec, si on le met au compost, du coup, il ne va plus fermenter, donc il ne va plus monter en température, donc ça, il y a pas de souci une fois qu'il est sec. Mais l'inconvénient, c'est que pour sécher son gazon, il faut l'étendre, donc c'est un peu dommage parce qu'on va tondre tout son jardin, après on va en faire un tas et pour qu'il sèche, on doit un peu l'étaler et après on doit le regrouper pour le mettre au compost. Donc c'est un peu fastidieux et surtout ça, il faut attendre un peu que ça sèche et puis s'il pleut, c'est foutu. Donc voilà, c'est un peu, compliqué. Alors la meilleure technique en fait, sinon, c'est de compenser, l'apport d'herbe, l'apport en gazon avec justement de la matière sèche, avec de la matière carbonée, par exemple des tonds de haies, ou des feuilles d'arbres qu'on a idéalement, rassemblées, qu'on a stockées dans un petit coin du jardin. On va faire des couches de maximum 4 centimètres, donc on fait une petite couche de gazon qu'on étale sur toute la surface du compost. On ajoute au moins autant de matière sèche, donc de feuilles mortes par exemple, et on fait comme ça des petites couches. Du coup, la fermentation est beaucoup plus limitée parce qu'on n'a pas une grosse boule de gazon qui va fermenter, donc et elle est «absorbée» entre guillemets en température par les autres couches. Si on a un grand jardin, qu'on a beaucoup de gazon, ça va très vite faire des couches, des couches, des couches et ça va monter en volume. Il y a aussi une note après le gazon sur les haies. Oui, donc comme on l'a expliqué, le compost se fait grâce à un équilibre 50-50 entre les déchets de cuisine et la matière sèche ou la matière brune, c'est la même chose. Quand on a un jardin, forcément, on coupe pas ses haies tous les 2 jours, donc l'apport ne se fait pas en continu, mais on va couper, je sais pas, une fois ou 2 fois par an. L'idéal, c'est de stocker en fait ces tailles de haies, notamment les feuilles mortes, évidemment, qui tombent qu'une fois par an, et les stocker soit dans un bac supplémentaire qui est à côté de votre compost ou dans un tas, mais alors du coup, il va pleuvoir dessus. Donc idéalement, dans un petit bac à côté de celui du compost, et du coup, vous allez la stocker et l'utiliser en continu quand vous apportez les déchets, Voilà et pas tout tout mettre simplement. en une fois, quoi. Voilà, exactement. Donc résumons, ne pas utiliser dans le compost, hein, Voilà, c'est mulcher d'abord, mulcher. Ça, c'était la première solution. mulcher, Deuxième solution, c'est faire sécher. sécher, Et la troisième solution, c'est l'incorporer, mais avec des éléments voilà, qui permettent de sécher ça, je vais compenser, dire dans ouais. le compost même, quoi. C'est ça, Oui, exactement. tout à fait. Bon, voilà, comme ça, c'est bien clairement résumé. Alors, une question encore pratico-pratique. On a parlé du matériel, hein, pour faire son compost. Déjà, dans le podcast précédent, il y a les palettes de bois, il y a le plastique, il y a jeter sur le sol. Bon, ça, c'est une question d'un enfant, on en a un peu parlé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de composter par rapport à cette approche chez soi? Mais oui, le vermicompost, comme on en parlera dans Donc, ce un sera l'un des voilà, prochains, mais voilà. il y a aussi le bokashi dont on aura l'occasion de parler, je pense. C'est aussi une Ouais. une technique de compostage, on va dire en appartement, en tout cas à plus petite échelle. D'accord et là, on répond justement à cette fameuse question des gens qui n'ont pas assez de place ou pas de jardin. Ouais. On ne les oublie pas, on leur rappelle que ce sera les prochains épisodes, donc continuez de nous suivre. Exactement. Il y a même encore une autre technique, de compostage qui est une, technique à base de larves de mouches soldats. On aura peut-être l'occasion d'en discuter parce que je pense qu'il y a matière à discuter aussi. OK, C'est allez, encore un encore peu un plus épisode en plus. technique, mais voilà, exactement. Didier, tu y prends goût, hein? Ah, c'est ça, c'est chouette. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc quelles sont les autres connaissances à avoir quand on veut faire son compost de jardin chez soi? Alors on a parlé du gazon, on a parlé de la taille du compostage, tu m'as dit qu'il y a des aliments quand même si c'est des légumes, on va quand même les éviter. Alors tu Oui. peux donner quelques exemples, expliquer? De manière générale, quand on fait un compost, comme on le disait, c'est toujours une question de proportion. Il y a certains aliments qui sont très acides et que donc on va non pas éviter, mais on va éviter d'en mettre trop en tout cas. Genre quoi, les oignons? Genre les oignons, mais c'est pas parce qu'ils sont acides, je vais y revenir juste après. Mais d'abord les oranges, enfin en tout cas les agrumes de manière plus large, parce qu'il y a des familles qui boivent beaucoup de jus d'orange et super, ça fait plein de vitamines. Mais si on fait 5 oranges tous les matins et qu'on les met dans un petit compost, dans un petit silo, l'équilibre va être un peu, enfin ça va être déséquilibré, ça va être très acide. Ça sera pas top parce qu'il y a certains organismes ou micro-organismes qui ne viendront pas ou qui s'en iront entre guillemets. Ou alors il va de nouveau falloir compenser plus avec des apports plus basiques Mmh. pour essayer de rester plus Toujours ou ce moins fameux équilibre, acide-base, quoi. oui, exactement. Et alors tu parlais des oignons, c'est en effet, une bonne perche que tu me tends. En fait, il faut savoir que tout ce qui est famille des oignons, donc aussi, l'ail, les poireaux et cetera, c'est vermicide, en fait. Si tu mets trop d'oignons dans ton compost, mais en général en compost de jardin à nouveau, c'est une question de proportion, ça va, il y a pas de souci. Si tu mets trop d'ail ou trop d'oignons, Tu tues les tu vers. tues les vers ou en tout cas ils vont s'enfuir parce qu'ils sont dans un milieu qui leur plaît pas. Donc par exemple en vermicompost, c'est complètement proscrit de mettre des oignons parce que là ils savent pas s'enfuir et donc ils sont bloqués dans le Et ils milieu et meurent. donc ils pourraient mourir. Donc on va essayer de pas mettre des choses trop acides ou pas mettre trop de choses acides, on va dire plutôt. Et alors tout ce qui est famille des oignons,
pas trop, mais de nouveau, ça dépend de la taille du compost. Donc si tu mets un oignon de temps en temps dans ton compost au jardin, il y a vraiment aucun souci. Alors imaginons, j'ai été, distrait, j'ai mis trop d'éléments acides dans mon compost. Est-ce qu'il y a des produits qui sont v justement, comparativement à l'oignon, trop dans l'acidité, mais trop dans le côté basique, qui puissent me permettre de compenser? J'ai Oui. entendu qu'on pouvait mettre du papier ou du carton parfois aussi dans du compost. Mais le papier et le carton, c'est bien à utiliser comme matière sèche, donc comme matière brune. Donc si on n'a par exemple pas assez de feuilles Mais c'est mortes dans pas son ça qui va jardin, compenser, mais ça va pas compenser l'acidité, on va dire. Mais ça fait partie de la matière brune qu'on a à 50-50. Donc si on n'a pas assez de feuilles mortes parce qu'on n'a pas d'arbres dans son on jardin peut ou mettre parce ces qu'on a une déchets de cour, carton et de on peut mettre papier, du carton, voilà, mais qu'on va alors déchirer en petits morceaux. On va pas mettre un gros truc de carton, ouais. évidemment. Maintenant, ce qu'on peut faire quand le milieu est trop acide, et en général on fait ça surtout en vermicompost, c'est qu'on met, et d'ailleurs ça va répondre à une question que les gens posent souvent, c'est qu'on peut mettre des coquilles d'œufs. Et Ah les ouais, coquilles d'œufs, en fait, vont forcément. un peu balancer et diminuer l'acidité, mais on va pas les mettre comme ça, telles quelles, avec juste un œuf cassé en 2 parce que du coup ça pourra pas, enfin, les morceaux sont trop gros et en plus ils vont pas se désagréger dans le compost, donc quand on va tamiser, on va retrouver les morceaux tels quels. L'idéal, et moi c'est ce que je fais, c'est d'utiliser un vieux moulin à café, donc manuel, et donc on met ces coquilles d'œufs, on les broie et du coup elles sont quasi en poudre, ou alors on peut utiliser un pilon, mais c'est un peu plus fastidieux, éventuellement un mixeur, mais du coup on risque de l'abîmer un peu, ou alors Ouais. un vieux moulin à café même, électrique qu'on a récupéré. Évidemment, on va pas en acheter un juste pour ça. Donc on broie les coquilles d'œufs, on peut les saupoudrer dans le compost. Ça va faire baisser un peu l'acidité, mais de nouveau ça c'est une solution qu'on utilise plus, en vermicompost, à la maison qu'au jardin. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au jardin, comme je le disais, on doit être moins exact, et donc si le compost est un peu Mmh. plus acide, bah, ça reste la nature, ça reste en extérieur, donc ça va s'équilibrer un peu tout seul aussi, alors qu'en vermicompost où c'est en intérieur, mais forcément, on va pas, ça va pas s'ajuster tout seul puisque c'est un environnement fermé, même si c'est pas complètement hermétique. Instinctivement, j'allais te rejoindre, j'avais envie de dire que justement dans le jardin, comme ça a l'air libre, il y a l'équilibre naturel qui se réinstaure, il y a l'oxygène et l'air autour qui jouent un rôle aussi. On est en plein air frais, si je peux dire, dehors. On fait référence au podcast précédent, tu disais qu'il y a des composts qui se couvrent avec un couvercle. Alors si on n'est pas gêné par les insectes et que les insectes ne nous font pas peur, le compost est vraiment en bout de jardin, on peut imaginer très bien avoir un compost à l'air libre. Ça va faire des différences d'avoir un compost à l'air libre dans cet équilibre, ça va pas faciliter les choses justement? Oui et non. En fait, il est vraiment recommandé d'avoir un couvercle au-dessus de son compost, quel que soit le type de compost. Donc si c'est un silo, beh, forcément le couvercle sera fourni avec, et il y a entre guillemets «une petite charnière mécanique», donc ça c'est vachement pratique. Même si on construit sa bacs comme on l'a fait ici au bureau, il faut quand même toujours un couvercle. Pour différentes raisons, c'est qu'en été, quand il fait chaud, ça va sécher, et l'eau, enfin, l'humidité est un apport, enfin un élément important dans le compost aussi. Mais à contrario, quand il pleut, si le compost est exposé à la pluie, beh, du coup en fait l'eau va vraiment lessiver tout le compost et emmener tout directement dans la terre, alors que c'est et du coup le compost va être appauvri. Donc vraiment l'idéal, c'est d'avoir un couvercle qui sera utile en fait et qui va permettre de conserver entre guillemets «l'humidité», naturelle, qui sera, créée par l'équilibre des matières humides, donc les déchets qu'on apporte, et les matières sèches, et ensemble normalement, ça forme un bon équilibre. Donc on va toujours préconiser un couvercle, ou alors éventuellement, si on n'a pas envie de faire un couvercle, ou si on estime que c'est pas nécessaire, on va le mettre par exemple en dessous d'un arbre, et du coup ça fait un peu couvercle naturel, et là en effet, bah, l'équilibre se fera un peu plus naturellement, mais il faut garder en tête aussi que plus le compost est exposé, au plus il est exposé aussi, pas seulement aux éléments, mais aussi justement aux animaux, aux insectes, et Oui, cetera. voilà. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'agrumes qui sont très acides. L'acidité, c'est quelque chose qui va attirer très fort les mouches, par exemple, et où le sucre aussi des agrumes va attirer très fort les guêpes en été, par exemple. Et les guêpes, bon, les mouches encore, c'est pas très grave parce que quand on ouvre le couvercle ou quand on s'approche, elles s'envolent. Les guêpes, en général, elles font un peu plus peur, et donc on s'en méfie. Donc plus c'est exposé, au plus on va avoir des insectes, entre autres, qui vont venir vers le compost. Donc c'est pas toujours agréable, mais de nouveau, ça dépend en fonction de la situation de chacun. Il m'arrive de jouer un peu l'avocat du diable, hein, parfois dans mes émissions avec mes invités. Je m'étonne du coup, par rapport à ce que tu me dis, que dans les magasins où ils vendent ces fameux, tu sais, ces fameuses palettes, préfabriquées pour faire les composts où tu as juste à emboîter, jusqu'ici où j'ai mal regardé, j'ai pas encore vu qu'on vend ça avec un couvercle. Je t'avoue que je ne sais pas parce que quand c'est des bacs comme ça, je n'ai jamais acheté, donc j'ai toujours vu des composts qui sont construits. Mais il y a, je sais pas si c'est à ceux-là que tu penses, dans les composts de quartier, il y en a qui s'achètent comme ça en kit, où c'est des grandes planches entre guillemets, mais en plastique, qu'on peut emboîter les C'est unes dans ça, les autres. voilà. Et en fait, normalement, une partie de celles-là sont utilisées comme couvercle aussi. Et donc c'est pas un couvercle Ah d'une pièce, d'accord, c'est pas un mais couvercle avec des charnières voilà. et Mais en voilà. fait, c'est simplement des planches qui sont mises simplement «posées» entre guillemets sur les bacs qui ont Mmh. été construits, et l'avantage, c'est que tu peux soulever juste une latte ou une planche pour mettre tes petits déchets. Tu es pas obligé de soulever la totalité, D'accord, parce qu'ici c'est 1 m² et que c'est en plastique recyclé, c'est assez lourd. Là, tu soulèves juste une petite planche pour mettre tes déchets et c'est suffisant, quoi. d'accord.
Alors, on clôture sur le couvercle donc. Est-ce qu'il y a d'autres points, particulièrement importants à retenir quand on fait son compost au jardin? Ce qui est important aussi, c'est en fait, plus les déchets qu'on apporte seront en petits morceaux, plus vite le compostage sera efficace. Ce qui veut dire qu'on va pas forcément devoir couper en julienne, ces déchets parce que ça serait un peu trop fastidieux. Mais par contre, on va essayer de jamais mettre un fruit entier puisque le fruit, il est, entre guillemets «biologiquement», la peau sert à le protéger et donc Ouais. si on met une orange, entière comme ça, elle va mettre beaucoup plus de temps à se décomposer que si simplement, par exemple, on la coupe en 2. Donc, on va essayer de jamais mettre un fruit entier, mais toujours couper au moins en 2 pour que l'intérieur soit exposé aux éléments et que du coup le recyclage le compostage se fasse beaucoup plus vite. Il est préférable d'aider, déjà le compost avant d'y mettre les choses dedans. C'est déjà un peu faciliter le travail. Oui, c'est ça. Bah, Tant en qu'à en tout faire. cas, au moins couper les fruits, en général, on jette rarement un fruit entier au compost, mais si jamais il est un peu moisi ou qu'il est plus très frais, on va quand même le jeter. Bah, alors on va au moins le couper en 2 pour que ça facilite, ouais. On rappelle aussi que ceux qui ont un jardin pour un compost comme celui-là, ben ils ont d'autres alliés que le compost, hein. Ils ont les poules, les petits Tout à fait, animaux, bien sûr. qui peuvent aussi participer à enlever les déchets qui sont peut-être plus fastidieux à soit couper ou soit te mettre dans le compost Ouais. ou soit incompatibles au compost. C'est vrai. Donc voilà, il faut pas couper en petits morceaux, mais au moins couper en 2. Et c'est vrai Ouais. que je donne l'anecdote lors de la formation, on allait visiter différents types de compost, notamment un compost de quartier et il est arrivé qu'on retrouve une noix de coco entière dans le compost. Donc forcément là, moi, ça va prendre quelques années à se décomposer donc voilà, il faut c'est pas grave, hein, ceci dit, donc quand on va récolter le compost et on va peut-être en reparler juste après, on tamise et du coup on récupère les gros morceaux qui restent, c'est pas grave, ça refait un cycle et ça Voilà. prendra plus de temps à se décomposer, hein, ça participe, mais simplement ça prendra plus de temps. Alors d'autres points encore? Quand on fait un compost en bac, donc en général quand on a plus de place dans son jardin, en général, on voit qu'il y a 3 bacs. Et pourquoi? En fait, parce que ça correspond aux différents stades de décomposition. C'est-à-dire que dans le premier bac, c'est celui où on va apporter ses déchets organiques et donc on va, comme on l'a dit, répéter plusieurs fois, mais j'insiste, comme ça rentre en même temps. On va apporter au moins autant d'apports, de matière sèche, de matière brune. Donc on met ses déchets, voilà. On commence à faire comme ça, à faire son petit On met les mélange pleins. et une fois que le bac est plein, on va passer au bac suivant. Mais ce qui est bien, c'est de Quand tu dis passer au bac suivant, ça va continuer, mais dans le bac suivant voilà, on va directement? commencer à remplir le bac suivant. Mais en fait, ce qui est bien idéalement avant de faire ça, mais bon, il faut un peu, gérer le timing, c'est idéalement d'avoir quand même ce qu'on appelle un retournement et donc le bac, on va le entre guillemets «le mélanger» au moins une fois pour qu'il fasse le cycle de compostage complet. Parce que parfois le mélange qu'on fait naturellement en ajoutant est pas suffisant et du coup, ce qu'on va faire, c'est en fait, une fois qu'un bac est plein, c'est le transvaser dans le deuxième Dans le bac et deuxième, en le fait de transvaser, du coup, on va ce qui est au mélanger un fond va peu, remonter au-dessus et voilà, inversement déjà? exactement Ouais. et aussi, ça va permettre d'aérer et comme on le disait, l'air est important aussi pour le compostage et du coup, faire une aération comme ça dans un cycle, c'est très bénéfique et souvent ça va justement réactiver un peu, réaccélérer le processus de compostage et du coup, quand on a transféré le bac 1, on va dire, vers le bac 2 par On exemple, recontinue dans le premier. voilà, on continue dans le premier, en effet et le deuxième, on le laisse au repos le temps qu'il compose puisque forcément les matières qu'on avait mis tout au-dessus, qui sont maintenant mélangées, sont encore, récentes, on va dire, encore fraîches, donc elles ne sont pas encore compostées, donc on va laisser et là, c'est vraiment ce qu'on appelle la maturation, quoi et donc là, on va laisser et le temps qu'on remplisse de nouveau le deuxième bac qui est en fait le bac 1, si vous nous avez suivis, le temps que ce bac-là se remplisse, l'autre, on va le laisser en cours de maturation. La durée du temps d'estimation, c'est difficile à évaluer, quoi. Évidemment, ça dépend de la taille du Ça compost dépend de la et taille du ce compost, qu'on ça a mis dedans, dépend de la saison aussi, ça compose beaucoup mieux en été qu'en hiver. je m'en doute. Mais, ça dépend. On va dire qu'en général, quand on remplit un bac, il faut, on va dire à peu près 4 à 6 mois pour que le compost soit mature et soit prêt à être récolté, Ah quoi. ouais, quand même. Ouais, on va le voir en vermicompost, par exemple, ça va beaucoup plus vite. Donc une fois qu'on remplit de nouveau, le deuxième bac et qu'on arrive au-dessus, le bac qu'on avait rempli en premier, qui avait donc été mélangé, qui était en cours de maturation, lui sera mature et sera prêt à être récolté et du coup, on va utiliser un tamis qui est donc un grillage en fait, pour tamiser un peu en fait en grillage de cage à poules comme ça, tu vois? Mmh. L'épaisseur est parfaite Tout donc à fait. avec un trou d'à peu près 1 cm², ça c'est parfait. On va tamiser le compost et en fait, on va tamiser au-dessus du troisième bac qui est vide et du coup, le compost qui est prêt à être récolté va C'est dans le tomber troisième dans le bac. troisième et du coup là, c'est le bac un peu de stockage. Le compost est prêt à être utilisé, il a été tamisé et donc on peut l'utiliser au jardin et au rythme qu'on a envie parce que forcément on va pas utiliser tout son compost d'un coup, mais en fonction de ce dont on veut en faire pendant la saison quoi, petit à petit. Il y a une technique qui marche très, très bien pour le tamisage parce qu'évidemment si on a un tout petit tamis, comme ça va prendre quand même pas mal de temps. Une technique qui marche très bien quand on a un grand, compost en bac, c'est d'utiliser un vieux sommier en grillage en métal comme ça, tu vois? Il y a ça Mmh. souvent dans les auberges, de jeunesse ou des trucs comme ça. Parfois, ils les évacuent, si tu peux en récupérer un, par exemple, au parc à conteneurs ou quelque chose comme ça c'est vachement pratique parce que du coup, tu peux poser ce «tamis» entre guillemets, récupéré au-dessus du bac ou en diagonale contre le bac et du coup, tu peux entre guillemets «jeter» le compost qui est mature, le jeter au-dessus et ça fonctionne très, très bien et c'est assez grand.
Et donc on tamise, tout ce qui tombe, comme on l'a dit, c'est le compost et ça reste là dans le bac de stockage. Et tout ce qui reste au-dessus du tamis, c'est tout ce qui reste, il reste, des morceaux, des déchets qui sont les plus frais ou des morceaux de bois qui ne sont pas encore compostés, qui sont, trop gros que pour passer à travers le grillage. Mais on les remet simplement dans le bac et ils vont refaire un cycle sans souci. Et c'est même plutôt bien d'avoir quand même malgré tout encore de la matière au-dessus, puisqu'en fait c'est cette matière-là qui est en cours de décomposition, c'est là où sont concentrés tous les micro-organismes et du coup ça permet Qui de va vraiment attirer les vers et tout voilà ce et du coup, qui ça ouais. permet de «redéclencher» entre guillemets, le compostage. C'est un peu comme, quand tu fais ton vinaigre toi-même, tu sais, tu gardes toujours un peu la mer de vinaigre que tu transfères. Là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les déchets qui sont trop gros sont bourrés de micro-organismes qu'on voit pas forcément et on les remet dans le compost qui est plus jeune ou qui est plus frais en cours pour, le réactiver. Donc voilà pourquoi 3 bacs, la plupart du temps et c'est d'ailleurs dans les composts collectifs, souvent, c'est 3 bacs aussi. Bah, évidemment, on peut faire 3 bacs dans son jardin. Maintenant, si on n'a pas la place pour faire 3 bacs qu'on ne sait en faire qu'un, bah, l'idée, c'est qu'il faut trouver une solution simplement pour retourner son compost à un moment donné, espérer qu'on ne consomme pas trop, que faut que la taille soit adaptée pour que ça redescende quand même et C'est qu'on ça, puisse après revenir encore en mettre au-dessus ouais. et alors la finalité, ce sera le tamisage qui posera peut-être une plus de difficulté. Il faut prévoir un récipient pour mettre son compost, C'est tamisé, ça quoi. et en fait, quand on n'a qu'un bac, en fait, c'est plutôt la technique, du silo. Donc si on a acheté un silo en plastique, comment ça se passe? En fait, donc le silo, il y a pas de fond. Donc comme on le disait, il faut le contact avec la terre. Donc c'est juste un cylindre avec un «couvercle» entre guillemets et donc là, on va commencer à ajouter ces déchets et ajouter la matière sèche. OK, super. On ajoute et puis lorsque le bac est plein, on va en fait, comme on dit, on va démouler le silo. Donc on va simplement le soulever Soulever. et vu qu'il y a pas de fond, le ça va vraiment se démouler comme un gâteau. On pose le bac vide du coup, sur le côté et là, on va voir le compost qui à différents stades, de maturité, en fait et donc tout ce qui est au sol, forcément, sera très noir, très composté et tout ce qui est au-dessus sera tout récent et donc pas du tout décomposé. Mais malgré tout, tout tient quand même assez bien ensemble puisque ça se tasse très fort, surtout en dessous. Ça se tasse et ça se décompose donc les forcément, les ce qui le compost est plus fin que les déchets et du coup, ce qu'on va devoir faire là, si on veut récolter le compost, c'est, mettre sur le côté toute la couche supérieure, on va dire presque la moitié du silo, la mettre sur le côté, Ou qu'on récolter ce qui est remet en dans le dessous. silo, en fait. Oui, c'est vrai, tu pourrais faire ça, mais alors tu dois déplacer tout le silo entre Ouais, guillemets, c'est donc ça. voilà, c'est un petit peu plus de boulot, mais ça marche quand même bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des silos, souvent, ils ont une petite trappe devant comme ça et souvent, quand on voit, des vidéos ou qu'on voit, même le la petite fiche, de présentation avec des photos, on voit quelqu'un de super content qui ouvre sa petite trappe comme ça, au niveau du sol et qui récolte son Ouais. compost et l'idée, c'est qu'en fait, tu puisses récolter en continu par en dessous sans déranger ce qu'il y a au-dessus et que du coup, ça descende et tu récoltes ce qu'il y a au niveau du sol. Mais en pratique, franchement, ça marche jamais. Donc c'est plus marketing qu'autre chose parce que on va récolter, oui, ce qui est vraiment contre la paroi ou contre la petite porte qu'on vient d'ouvrir, mais concrètement, le reste va jamais descendre et donc ça va quand même c'est presque toujours indispensable de devoir démouler pour récolter le compost. Mais par contre, la petite trappe, ça peut être utile juste pour vérifier l'état de maturation. Donc on peut ouvrir la trappe, on regarde et là, on voit si le compost est prêt à être récolté ou pas, mais en général, on peut pas récolter par là. Bah, le compost, en fait, il y a 2 choses. Il y a la terre, enfin le terreau que tu vas tamiser, hein, qui va devenir ton véritable compost qui réalimente ton jardin. Mais il y a aussi un jus noir qui sort, très noir. Oui, alors, en compost de jardin, comme en compost, collectif, on va pas pouvoir récupérer Ah non, cet il engrais, part en dans le fait, sol. ce qu'on appelle le percolat. Donc en effet, il part dans le sol, ce qui est bien parce qu'il engraisse, en fait, naturellement votre jardin et il faut savoir que le percolat, donc le jus du compost qui descend dans le sol, c'est pas uniquement local, ça va vraiment engraisser tout votre jardin jusqu'à Ah ouais, plusieurs ouais, dizaines de carrément. mètres et les plantes peuvent venir chercher les nutriments vraiment très, très loin. Donc en effet, avoir le compost dans un coin du jardin, ça va malgré tout enrichir tout votre jardin, même avant d'utiliser le compost qui sera mature, oui. J'ai encore 2 questions qui reviennent fréquemment quand on fait des stands et qu'on répond aux questions des gens. C'est, les gens nous demandent: «Ah oui, mais je vois que dans le commerce, on vend des activateurs de compost, alors est-ce que c'est utile?» ou franchement, non, n'achetez pas ça, c'est vraiment très commercial et l'équilibre va se faire naturellement. Donc c'est vraiment pas utile d'acheter des activateurs de compost, c'est pas utile d'acheter la matière pour la mettre. Ce qui se trouve dans vos déchets et dans votre matière brune, le mélange va se faire naturellement et ça, c'est très, très bien et du coup, l'autre question aussi, c'est est-ce qu'on doit amener des verres? Est-ce qu'on doit se procurer ou Oui. aussi acheter des verres? Puisqu'évidemment, il y a des endroits où on peut acheter des verres. Non, c'est pas utile de la même façon, puisque quand on va mettre, comme on l'a dit, quand les aliments vont percoler et que ce percolat va se retrouver dans le sol, ben, naturellement, les vers vont venir. Donc, c'est pas utile, les vers comme les autres micro-organismes d'ailleurs. Donc, on doit rien apporter. On commence son compost comme ça. Une fois qu'on a préparé ses bacs, on peut directement commencer à apporter des déchets et de la matière sèche. Et en fait, l'équilibre va se faire naturellement. Donc, c'est vraiment pas utile d'acheter quoi que ce soit et de les ajouter. Alors, mille merci, donc Didier pour ce partage, récurrent et régulier que tu viens prendre plaisir à faire avec nous au micro. Alors si vous aussi, vous avez envie de participer à nos émissions et de venir partager vos connaissances sur un sujet, sur vos actions, présenter vos actions, favorables en faveur de l'environnement, eh bien, venez en parler avec moi au micro. C'est très facile, envoyez-moi un petit mail, réservez un moment d'enregistrement avec moi
Et voilà, ensuite on partagera ça sur les réseaux et si vous avez envie de soutenir notre projet, notre ASBL pour, ce qu'elle vous propose en termes de contenu, puisqu'on propose, tout ce contenu gratuitement et tout ce travail gratuitement, sachez qu'il est possible, de nous faire une donation. Donc voilà, n'hésitez pas et de toute façon, avant même une donation, la meilleure récompense qu'on puisse avoir DJ et moi sur ce partage, c'est avant tout un like, un commentaire, un partage sur les réseaux. C'est déjà, très, très gratifiant donc si vous le faites, merci, merci, merci pour ça. À À bientôt. bientôt.